Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast En forme. Valérie Sardin en compagnie de Greg Langto. Salut Greg, on est en grande forme aujourd'hui. Salut Vol. Ben oui, on est en forme sur cette balado en forme dans la section en forme. Tout va très bien, Ouais. dans le meilleur des mondes. Et notre invité, on est chanceux aujourd'hui. On va recevoir donc Michael Kingsbury, le king des boss. Encore une fois, il s'est démarqué sur le circuit de la Coupe du Monde, au championnat du monde aussi. On a plein de choses à parler avec lui, dont sa blessure, son rétablissement, sa convalescence, appelez-le comme vous voulez, mais c'était quand même assez surprenant de le revoir sur piste. Et moi, ça me fait penser, tu sais, je sais qu'un de ses idoles de jeunesse était Jean-Luc Brassard. Je l'ai déjà entendu, évidemment, Michael, souvent en entrevue. Là, je me disais, toi, Ah Greg, ouais. t'avais-tu une idole de jeunesse dans le monde du sport quand tu étais petit? Mon premier idole de jeunesse que j'ai eu dans le monde du sport, et tu vas rire, c'était Mike Modano. Je ne sais pas si tu connais ce joueur de hockey-là, Oui, ben oui, mythique, bien le sûr. meilleur joueur de hockey Oui. américain à avoir joué la game. Et euh, j'ai commencé à triper, entre guillemets, sur Mike Modano à cause du film Les Mighty Ducks, Jeux de puissance 1. Je ne sais Oui. pas si tu te Ben, souviens dans cette série-là. À chacun des films, il y avait une star de hockey. Dans le troisième, c'était Paul Kariya. Dans le deuxième, c'était Wayne Gretzky. Et dans le premier, c'était Mike Modano. Et là, tu as les petits kids qui ne sont même pas encore les Ducks, qui s'en vont à l'aréna. C'était dans ce temps des North Stars du Minnesota. Donc, ils s'en vont à l'aréna au Minnesota. Et il y a un gars qui sort de la glace. Là, tu entends tous les jeunes. Moi, je le regardais en français quand j'étais petit. Je ne parlais pas en anglais, décidément. Et là, hey, c'est Mike Modano, c'est Mike Modano. Puis là, j'avais regardé, j'avais vu c'était quoi Mike Modano. Puis c'est devenu mon joueur préféré automatiquement. Puis c'est resté à travers les années. Quel joueur flamboyant c'était de. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les Stars aussi dans ma jeunesse grâce à lui. Donc voilà. Mais il Toi, y a 2 Val, en conclusions avais-tu? là que je tire mais il y a 2 conclusions que je tire de ton histoire. Bon, mais d'abord, Ouais. c'est que contrairement à Michael, tu n'es pas devenu un joueur de hockey professionnel, même si Mike Modano était ton idole, mais tu as quand même réussi dans le monde du sport. Tu dois être heureux là parce que, il y a cette suite là, la série de Mighty Ducks qui est sortie la semaine dernière. Écoute, c'est sur Ben Disney+, ouais. mais si tu étais pas au courant là, c'était ta génération, tu as Je, trippé là. C'est ma sœur qui m'a envoyé ça en me disant: «Je vais te donner notre mot de passe», je devrais peut-être pas dire ça en ondes, remarque, là, mais «Je vais te donner notre mot de passe de Disney+ Plus pour que tu puisses aller voir ça». Et finalement, j'ai Bon. refusé pour, me faire je me suis dit que j'allais m'inscrire à Disney+, Plus, non seulement pour regarder ça, mais aussi, tu as dit que j'avais eu du succès dans le monde du sport et on va mettre un gros guillemet là-dessus, mais je suis très impliqué dans le monde du sport, c'est sûr, mais je suis un peu un geek de Star Wars également et j'ai pas regardé OK. la saison 2 de Mandalorian. Donc, c'est OK. certain que je veux C'est aller, sur ta liste. je vais aller regarder ça effectivement. Donc, oui, c'est la Ah, conclusion et ta intéressant. conclusion du fait que j'ai eu absolument aucun talent dans le hockey est excellente parce que ma carrière a terminé, si je ne me trompe pas, à novice C et après ça, je me Ah, suis dit: «Ben, finalement, tu sais quoi? Me lever à 6 heures le matin pour, jouer dans le C et compter c'est 2 pas pour buts par moi. année, ça m'intéresse plus». Je suis certain que je peux trouver autre chose et c'est un petit peu plus tard que le football est arrivé dans ma vie. Donc voilà. Super Toi, Val, intéressant. Ben, écoute, ben, tu me posais la question, Sylvie si moi j'avais une idole Bernier ou je d'enfant. sais pas, genre? Non, non, mais moi, là, j'étais très en fait, j'ai commencé à RDS parce que j'étais une maniaque de sport amateur, tout ce qui était, championnat du monde, justement, coupe du monde. Moi, je couvrais le sport amateur parce que les olympiques, je tripais là-dessus. L'autre fois, j'écoutais Ah Gaëtan ouais. Boucher, un documentaire, Les 25 ans d'émotion, et je me rappelle d'avoir vu ces images-là, de l'écouter en direct quand j'étais petite, tu sais, des Nathalie Lambert, justement, Jean-Luc Brassard, Nicolas Fontaine à l'époque, c'était des Québécois qui étaient sur la scène internationale, Sylvie Fréchette, tu sais, moi, c'était vraiment tout ce qui était olympique et moi, je tripais, monter à cheval. J'ai monté longtemps à cheval. Alors, Yann Miller, qui était Ah le Canadien ouais! qui s'est Ben démarqué oui. pendant longtemps, c'était pas tu sais, pour moi, si j'allais aux olympiques un jour, c'était, en montant à cheval. Donc, c'est quand même assez particulier. Savais-tu qu'en équitation, c'est la seule discipline qui est mixte aux olympiques, soit dit en passant? Mais bon, finalement, moi non plus, j'ai pas fait de carrière. J'ai décidé que ben, c'est pas vrai. Moi, je voulais être vétérinaire pour chevaux, puis à un moment donné, j'ai décidé que les chevaux allaient rester ma passion, mais ça allait pas nécessairement devenir mon métier. Donc là, c'était une grande différence. Hey, Mais justement, on va en parler avec Michael. C'est quoi ses aspirations? Est-ce qu'il veut, après sa carrière, à un moment donné, rester toujours aussi dans le domaine du ski acrobatique? Est-ce que ça serait, dans ses ambitions? Donc, on a toutes sortes de sujets à discuter avec lui. Donc, sans plus tarder, on l'accueille. Salut Michael. Salut, ça va bien?
Ouais, ça va super bien. Écoute, on est vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Tu as connu quand même une saison, on va dire en montagne russe, en haut, en Ouais. bas, des hauts, des bas. Tu étais super prêt pour ta saison. Et là, dès le début, à l'entraînement, tu te blesses. Blessure qui a fait peur quand même à plusieurs personnes. Tu t'es quand même fracturé 2 vertèbres. C'est quand même sérieux. Et là, moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé par la tête? Est-ce que dans ta tête, c'était comme ça y est, ma saison est finie? Est-ce que non, on ne sait pas trop? Explique-nous comment ça s'est passé, tout ça, là. Ouais, c'est ça, ça me fait peur, moi aussi. Écoute, pour revenir en arrière, fin novembre en entraînement en Finlande, un saut qui était de la routine pour moi, un back full, c'est un période arrière qui est une vraie complète. J'ai sauté un petit peu trop gros dans une piste que je connais super bien, puis je suis atterri sur le devant d'une bosse. Puis en termes de ski, on dit un punch front, donc j'ai plongé vers l'avant avec quand même beaucoup de vitesse, puis j'ai frappé dans le dos à plein fouet une bosse qui était Ouch! en Ah, glace. Fait que, moi, sur le coup, pour de vrai, j'ai tellement perdu le souffle longtemps que je pensais que j'avais un poumon perforé ou quelque chose de même, là. J'étais comme, oh boy, c'est pas ah, bon ce qui vient d'arriver. Mais je me suis quand même levé par moi-même. J'ai pas laissé les patrouilleurs ou peu importe le personnel médical me descendre. J'ai descendu par moi-même. Je me suis rendu à l'hôtel qui est comme ski in, ski out à la montagne. C'est vraiment rendu dans ma chambre que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que je n'étais pas capable d'enlever mes bottes ni mon manteau à cause du mal que j'avais puis l'adrénaline qui était comme un peu tombée. Puis là, on est allé à la clinique en Finlande, à l'hôpital. Puis j'ai pris un scan. Puis c'est là qu'on a vu que j'avais 2 fractures dans le dos. C'est là vraiment que le poil il m'a vraiment dressé Ouais. sur le dos parce que là, à ce moment-là, on ne savait pas exactement combien de temps j'allais être sorti. Puis j'avais comme pas vu encore les images. Tu sais, ils m'ont juste dit OK, Michael, t'as 2 fractures dans le dos. Là, j'étais comme oh boy, OK, je comprends pourquoi j'ai Wow. mal. ah. Un peu Puis dur là, de ils m'ont rester dans le montré. moment présent, hein? Ouais, c'est ça. Moi, mon coach, on s'est comme regardé, puis on avait comme plus de mots, puis on attendait de voir les images. Puis là, on a vu que c'était l'apophyse épineuse qui était brisée. En fait, tu sais, quand tu touches à ton dos, c'est vraiment ce que tu peux toucher. Il était vraiment fracturé de côté, donc c'était quand même assez loin de ma moelle, Par chance. moelle épinière. Ouais. Donc, j'ai évité le pire quand même, mais c'est sûr que là, ils m'ont dit ça va prendre 8 semaines avant que tu reviennes sur tes skis. Fait que moi, j'ai tout de suite fait des matchs. Je me suis dit, je serais correct pour revenir en Coupe du Monde dès que les Coupes du Monde reprennent aux États-Unis. Mais en même temps, je me demandais, est-ce que c'est 8 semaines que mes fractures vont être correctes? Puis qu'après ça, je vais avoir pris du retard. 8 semaines, c'est un peu plus c'est 2 mois ou presque là, à, à rien faire. Puis C'est ça. pour Est-ce que ça guérir mon comprend dos, le processus de physiothérapie, le 8 semaines? Tu sais, dans ouais, le sens de 8 semaines, tu vas être sur tes skis comme un œuf ou 8 semaines, tu vas c'est ça. recommencer tranquillement, pas vite sur les pistes, là, tu sais? Exactement, c'est ça que je me demandais. Puis c'est surtout aussi que je rentrais avec les restrictions, avec le COVID, tout ça. Moi, j'ai pris le premier avion pour revenir au Canada. Mais quand je rentre au Canada, moi, il faut que je rentre en quarantaine. Donc, avec Oui. personne. J'ai pas le droit d'aller voir du monde pour aucun traitement. J'ai Ah, aucune exemption Seigneur. pour faire ça. Fait que t'arrives, puis moi, j'étais allé à mon chalet. Puis pendant 2 semaines, moi, j'ai le dos cassé. Puis je peux pas faire rien. Je parlais souvent avec mes docteurs sur Zoom, puis ils me disaient un peu quoi faire, puis quand je pouvais commencer à embarquer sur le vélo stationnaire juste pour bouger mes jambes. Mais écoute, au début, j'avais de la misère à aller chercher une tasse à café. À mon chalet, sont comme hautes, puis ça me faisait mal dans le dos, lever mon bras pour me faire du café. Puis c'est vraiment là que je me suis dit comment je vais faire dans quelques semaines pour revenir sur mes skis, puis être capable de compétitionner contre les autres meilleurs skieurs au monde. Mais les choses ont vraiment bien été. T'sais, après 4 semaines, j'avais moins de douleur. À ma 6e semaine, je savais prendre des radiographies, en fait. Puis on a vu que mes fractures étaient ressoudées ensemble. Donc, j'ai été clearé pour commencer en ski avec aucun impact. Wow. Puis je me suis fixé des petits objectifs à chaque jour. Chaque jour, j'avais un but, puis il fallait que je l'atteigne. Puis après ça, je rentrais. Fait que je faisais juste une petite affaire par jour, pas faire de volume, juste faire de la qualité, puis tranquillement revenir avec la base des choses que je faisais quand j'avais 12 ans, à revenir au niveau. Puis quand je suis arrivé à mon retour en Coupe du Monde, le plus difficile, c'était la confiance. Puis une fois que je suis revenu sur mes skis, j'ai poussé en compétition. Juste mes descentes de compétition, j'ai poussé, puis j'ai gagné l'événement. Donc, j'ai passé, comme tu as dit, par une montagne russe d'émotions pendant
ces 2 mois-là, on peut dire. C'est une frousse, effectivement. Une anecdote. J'ai une question qui m'est arrivée un peu à brûle-pourpoint quand tu racontais ça, mais t'es tombé et dans la piste, tu croyais avoir un poumon perforé, et là, il y a personne qui t'a pris en charge. Tu t'es levé par toi-même, tu es retourné à l'hôtel seul dans ta chambre d'hôtel. Il y a personne qui a levé un flag et dit Oups, là! Non. Mes entraîneurs sont en bas, puis j'ai un entraîneur de saut qui était sur le saut du haut sur le côté qui me filmait avec un iPad. Puis lui, il est descendu à 100 000 à l'heure venir me voir. C'est juste que j'ai perdu, je perds le souffle 2-3 fois dans l'année. C'est normal quand je tombe à pleine vitesse. Première affaire qui arrive en ski, tu perds le souffle. Puis j'ai souvent perdu le souffle dans ma vie. Je sais quoi faire, je lève mes bras. Mais là, mon souffle ne revenait plus. Puis même quand il était comme revenu, j'étais comme à bout de souffle juste à parler. Puis je me souviens, j'étais comme sur le ventre, sur les genoux, comme ça. Puis je parlais avec mon entraîneur. Puis il me disait, t'es-tu correct? T'as-tu besoin d'aide pour retourner en bas? J'étais comme non, je vais me tasser de la piste, premièrement, pour laisser les boys s'entraîner, puis pas déranger l'entraînement des autres. Je suis revenu sur le côté, puis j'ai dit non, laissez-moi, je suis correct pour descendre. Moi, je pensais que je m'étais juste peut-être perforé le poumon parce que mon souffle n'était pas là. Puis en même temps, quand je me suis levé debout, j'ai fait j'ai le dos bien raide, je vais descendre en bas, je vais aller voir mes coachs, je vais dire j'ai fini pour aujourd'hui, j'ai besoin du physio ce soir. Puis c'est ça. Donc là, c'est sûr, j'avais un peu rassuré. Oui, mais tu sais, aussi, comme tu l'expliquais, je pense que l'adrénaline fait partie de ça aussi. C'est quand tu retournes au calme, là, on dirait que c'est là que la douleur, tu la sens vraiment. Mais moi, ma question est plus au niveau qu'on t'avait donné, dans le fond, une convalescence de 8 semaines. Après 6 semaines, tu t'es retourné sur les skis. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois un athlète de haut niveau fait en sorte que ta récupération a été beaucoup plus rapide que le prognostic qu'on t'avait donné, ou qu'une personne en forme normalement, là, ce que je peux dire? Parce que souvent, c'est ça, les athlètes de haut niveau, je veux dire, les fibres musculaires, la reconstruction se fait beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'on t'a parlé de ça? Oui, ben c'est sûr qu'ils m'ont dit quoi faire. Si je faisais toutes les choses puis je me reposais vraiment comme il faut, j'allais guérir plus vite. Donc, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un j'étais motivé à revenir. Donc, j'ai fait vraiment tout à la lettre ce qu'ils m'ont dit. Tu sais, il fallait que je fasse le moins de choses possible, puis je garde mon dos le plus droit possible, puis que je sois dans les positions le plus confortables tout le temps avec mon dos droit. Moi, j'ai juste fait ça pendant 2 semaines au début. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont aidé, puis ça a aidé que je sois en forme physique. Puis le fait d'être motivé à faire les affaires comme il faut, puis pas skipper une étape. Puis j'ai fait une rehab après ça au gym quand j'ai pu sortir tranquillement. C'était des exercices très, très simple, mais en même temps, moi, ça me motivait. Je voyais, tu sais, quand tu vois de l'amélioration de jour en jour, même si ça fait mal encore, tu vois un peu la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est sûr que ça a aidé le fait que j'ai une équipe qui s'est le mieux occupée de moi qui pouvait, puis moi qui étais motivé à guérir le plus vite possible. Est-ce que tu crois que finalement, quand tu nous as parlé de cette quarantaine-là qui arrivait, c'était un petit peu... on va dire une curse, là, tu dis, je suis à la maison, je ne peux pas bouger, je ne peux même pas voir les professionnels pour m'aider. Probablement que ton réflexe de professionnel comme ça, de dire non, je veux régler ça tout de suite, je vais aller voir des professionnels, me faire traiter. Est-ce que tu crois finalement que ça a été un beau cadeau finalement de rester à la maison et d'avoir du repos? Souvent, les athlètes comme toi ne vont pas opter pour du repos. Là. On veut trouver des solutions tout de suite et se remettre. Je vois ton sourire qui dit tout. Là. Donc, de rester comme ça a dû aider, j'imagine, finalement? Non, ben c'est clair que la quarantaine m'a aidé. Aidé d'une manière que ça m'a forcé à rester à la maison et rien faire. T'sais, non plus, les docteurs, quand tu as une fracture, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais c'est sûr que sur le coup, je trouvais ça un petit peu tough de rentrer. Oui, j'avais ma copine avec moi qui pouvait m'aider, mais en même temps, d'aller faire une quarantaine. Moi, je forçais aussi ma copine à rentrer en quarantaine. C'est pas l'idée idéale, mais en même temps, ça a fait en sorte que j'avais rien à faire et il fallait que je me repose. Peut-être que si j'avais été pas à mon chalet chez moi, j'aurais peut-être bougé un petit peu plus, mais là, ça m'a forcé à rester calme. Puis c'est sûr que ça a aidé à guérir parce que je pouvais juste, je dormais, je mangeais, je gardais mon dos droit. Puis, c'est ça.
Tu parles beaucoup du côté physique de ta quarantaine, mais parle-moi du côté mental. Qu'est-ce qui te passait par la tête dans le sens que là, tu ne sais pas vraiment si ta convalescence, ça va être un 6, un 8 semaines. Tu sais, tu le sais Ah que tu ouais. vas mieux de jour en jour, c'est encourageant, c'est ce que tu dis, mais mentalement, c'est quoi les petits messages là, qui passent? Parce que ça ne doit pas être facile de tenir le coup et de te dire, OK, là, tu sais, je vais revenir aussi fort, tu sais. Ouais, non, c'est sûr, ça a été difficile. Il y a eu des moments, surtout au début, quand tu sais, je chantais pas les premières semaines. La première semaine, tu sens aucune amélioration. Au contraire, ça fait tout le temps de plus en plus mal. Puis en même temps, je voulais diminuer les painkillers aussi pour que ça guérisse plus vite. Mais ce qui était, pour moi, une des choses les plus difficiles, c'est que je rentrais à la maison, puis la fin de semaine que je rentrais, c'était la Coupe du Monde qui était en Finlande. Donc, de regarder assis dans mon sofa, puis être impuissant, puis regarder mes compétiteurs skier dans la piste que je performe le mieux au monde, ça a été plus difficile. Mais en même temps, comme je l'ai dit, je voulais guérir, puis je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Mais en même temps, c'était entre mes mains de faire les choses le mieux possible pour revenir pas nécessairement le plus vite possible, parce que je voulais pas non plus revenir plus vite pour réaggraver la blessure, de faire les affaires comme il faut, que ça guérisse comme il faut. Puis la journée, moi, je savais qu'à ma 6e semaine, j'allais voir les docteurs, on reprenait une radiographie, puis pour moi, c'était là le bout le plus stressant. J'avais peur qu'après les 6 semaines, j'ai été clean tout pendant 6 semaines. J'ai passé Noël juste avec ma copine. On n'a même pas vu notre famille. Ça a été des vacances. Normalement, c'est le temps de Noël, c'est comme le plus beau mois de l'année, les plus belles semaines de l'année. Puis là, je suis barré comme ça, je bouge pas. Puis là, je m'en vais voir les docteurs. Puis je me croise les doigts que les radiologues disent « Hey, t'es good to go », mais le temps que je prenne la radio, puis les 2 jours que ça a pris avant d'avoir une réponse que je pouvais mettre mes skis puis juste commencer à skier doucement, c'était un peu stressant parce que moi, j'étais comme, je me sens bien, mais tu sais, ça se peut que ce soit pas correct. Fait que, non, ça a C'est un peu été comme... stiff. ouais, non, OK. c'est ça. Même quand j'ai recommencé en ski, tu sais, c'était difficile, c'est ma confiance de est-ce que je peux pousser un petit peu plus? Est-ce que je pousse moins? Les impacts, les premiers impacts, est-ce que je vais atterrir un saut à un moment donné, même si c'est un petit saut droit ou juste un backflip? Est-ce que mon dos va mal réagir? Puis est-ce que ça va être de même pour le reste de ma carrière? Tu sais, je le savais pas. Puis C'est sûr c'est que tu le vraiment quand tentes. ouais. Puis c'est vraiment quand je suis arrivé à Deer Valley que j'ai fait, hey, je suis capable de compétitionner sans nécessairement être à 100% contre les autres meilleurs au monde. Puis là, je le sentais, puis que je pouvais même ressortir de cette blessure-là meilleure Plus fort, en tout que... cas. Ouais. Ouais, certainement. Ça m'a fait beaucoup apprendre, je te dirais, Oui. mentalement. Puis je suis fier de la manière que je me suis relevé de tout ça. Ouais. Est-ce que Ben ça t'a vraiment. est-ce que ça t'a Vas-y, vas-y. donné encore plus de confiance de dire je suis pas à 100% et je gagne quand même? Je veux dire, ça a dû te donner un gros choc, ben, tu l'as dit, de regarder cette Coupe du Monde-là sur ta piste préférée en Finlande. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Là. Tu sais, peut-être que tu aurais dû regarder 2, 3 épisodes de Drive to Survive ou quelque chose comme ça à la place. Vous avez déjà tout vu. OK. mais est-ce que ça t'a redonné encore plus de confiance maintenant de dire, écoute, j'ai passé à travers tout ça et là, je reviens à ma première descente, ma première épreuve et je la remporte quand même. Là. Ouais, ben tu sais, quand j'ai regardé les événements, à la place de regarder et être comme Ah, j'aimerais ça être là ou me sentir impuissant, c'est sûr que je me sentais de même au début, mais en même temps, j'essaie de me dire, tu sais, ça faisait 111 départs en ligne que je faisais en Coupe du Monde, puis j'essaie de me dire, si j'étais là, en haut de la piste, à ce moment-là, parce que normalement, sans blessure, j'aurais été dans le show de TV, là, Ben oui. qu'est-ce que je ferais? Puis on dirait que j'essaie, tu sais, ça m'a fait voir un autre côté que j'avais jamais vécu durant ma carrière, tu sais, d'observer un événement à la télévision. Puis je pense que ça a été bon. J'ai appris vraiment beaucoup, tu sais, comme de le voir d'un autre angle, j'ai essayé d'apprendre de plus. Puis je suis sûr que ça m'a servi quand je suis revenu à Deer Valley, même si je n'étais pas à 100%. J'ai utilisé mon expérience, puis j'ai tellement, tu sais, je sais que c'est cheesy à dire, mais j'ai tellement visualisé mes descentes parce que j'avais rien d'autre à faire, tu sais, presque ça. Ouais. Fait que on dirait que le fait d'avoir un break puis d'avoir pris mon temps à avoir retourné à la base, puis quand je suis arrivé en haut du parcours, j'étais stressé parce que
j'étais comme, je vais sortir combien, tu sais, mes entraînements allaient comme ça, mais tu sais, je poussais pas trop en entraînement. Fait que je savais pas si après ma qualification, j'allais sortir top 3, top 16 ou si j'allais être en dehors de la finale. Mais j'ai fait ma qualification, puis je me suis qualifié premier. Puis c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai croisé la ligne, j'avais cassé la glace en qualification. J'ai fait, OK, je suis capable, je suis pas à 100%, mais je suis assez smart, j'ai assez d'expérience pour savoir où accélérer, puis je vais juste pousser quand c'est le temps. Ça va faire mal, oui, durant ma descente de compétition. Je chantais des petits chocs électriques à chaque boss, mais en même temps, je sais que je suis capable de le faire. Je l'ai déjà fait dans le passé. Oui, j'ai mal, mais c'est ça. Fait qu'on dirait que j'avais du stress, puis en même temps moins de stress, parce que je me disais, regarde, mec, t'es pas à 100%, fais le mieux que tu peux. Shoot pas pour la victoire, shoot pour faire la meilleure affaire que tu peux faire à ce moment-là. Puis ça a donné que ce que je faisais était très bon. C'est parfait. Ben oui, puis écoute, tu parles beaucoup de la force du mental. Je sais que c'est quelque chose, tu travailles avec Jean-François Ménard, le psychologue sportif qui travaille avec plusieurs athlètes de renommée au Québec. C'est quelque chose, évidemment, on parle de visualisation, que vous avez travaillé beaucoup, mais chez toi, est-ce que cette force mentale-là, c'était inné, quelque chose que tu as toujours eu ou Jean-François t'a vraiment aidé à ce niveau-là pour justement être capable de performer quand c'est le temps, comme par exemple là lors de ta première descente, que tu sais, ça peut jouer sur ta confiance, cet accident-là, ça peut jouer sur plein de choses. Puis, cette espèce de force, de petite voix intérieure qui est là, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé beaucoup avec lui ou comment ça s'est passé pour toi? Ouais, ben, tu sais, j'ai commencé à travailler avec Jean-François Ménard juste après les Jeux de Sochi. Puis oui, il m'a grandement aidé durant ma carrière, puis pour ces moments-là de blessure après blessure. Puis, mais je te dirais que dans le passé, ça a tout le temps été un peu ma force, tu sais, entre les deux oreilles. J'étais tout le temps capable de bien gérer la pression, puis performer vraiment quand ça compte depuis un jeune âge. Tu sais. Je retourne, petite anecdote, je retourne au baseball. J'ai joué beaucoup au baseball quand j'étais jeune, puis j'étais tout le temps meilleur quand on était en tournoi. Tu sais, en saison régulière, j'étais un bon joueur. Je te dirais en haut peut-être de l'average, mais quand j'étais dans un tournoi, je frappais 3 en 3, 4 en 4 au bâton. J'étais le lanceur qui mettait quand c'était important. Puis en ski, ça Performe me sous la comme. pression. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est Ouais. comme un peu une drogue. Je veux comme plus que de pression. Des fois, il y a des moments qui sont plus difficiles. Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes, tout le monde qui sont comme Ah, c'est trop stressant pour moi, mettez-moi pas. Mais moi, je suis comme le gars, genre, je lève ma main, puis je suis comme mettez-moi quand ça compte. Puis GF, quand j'ai commencé à travailler avec, en fait, moi, j'avais peur au début de travailler avec un préparateur mental, parce que c'est comme un peu ma force. Pourquoi aller travailler aller travailler dans mes bébites, dans les affaires que j'aime moins. Puis en même temps, il me dit, garde, tu t'entraînes au gym 4-5 fois semaine, puis tu es un gars qui est en forme, puis tu le fais pour être encore plus en forme, pourquoi pas travailler ton cerveau? Tu dis que tu es bon côté mental, mais on peut continuer à le travailler pour qu'il soit encore meilleur. Puis c'est de là vraiment qu'on a cliqué. Puis là, j'ai dérapé un peu autour de la préparation mentale, là, mais quand je suis arrivé à Deux Vallées, c'est sûr qu'avec JF, on se parlait à chaque 2 semaines. Puis écoute, au début, on n'avait pas grand-chose à se dire parce que j'étais blessé, mais on essayait de faire un bon plan pour mon retour. Je pense qu'il m'a surtout aidé à avoir un bon plan de voyagement, d'être sûr que je reste en forme pour mes entraînements, mes courses. Puis en haut du parcours, on a pris un peu Deux Vallées comme si c'était les Jeux olympiques, tu sais. À la place de le prendre comme une Coupe du Monde normale, on a pris, il savait que je voulais performer, il savait que je voulais revenir puis faire un peu un statement. Donc, on a entrepris ça un peu comme les Jeux olympiques qu'on a fait quand on a gagné, y aller une descente à la fois, puis de rester le plus calme possible, puis pas d'essayer de trop en faire, juste de vraiment focuser sur mon plan, moi. Petite question par rapport qui m'arrive. Je vois Val qui me regarde dans l'écran, mais. C'est parce que on dirait que tu cherchais ta question. Non, j'en ai une. Tu jouais où au baseball? Parce que on vient du même coin et on dirait que ça m'a comme envoyé une petite question dans ma tête. Tu as grandi à Deux-Montagnes, si je ne me trompe pas, Ouais. la région des Basses-Laurentides. J'ai grandi à la même place que toi. Ouais. Donc, je me demandais où est-ce que tu avais joué au baseball. J'ai joué, je jouais pour plus jeune les Bisons de Saint-Eustache, genre La fameuse les Royaux des Mille-Îles après. Ouais. T'as joué au baseball toi aussi?
Non, j'ai aucun. Je sais que j'ai un chandail de baseball sur Ouais, moi. ouais. J'ai absolument. Il y a 2 sports que j'ai aucun talent, mais il y en a sûrement plusieurs que ça, dont le ski acrobatique, mettons, là. Mais le baseball et le hockey, j'ai absolument aucun talent là-dedans. Donc, OK. j'aime le baseball, mais je suis absolument pas bon. Je te confirme. Contrairement à Ben, toi, tu sais, un athlète, c'est un athlète. Donc, probablement ouais. qu'on te mettrait dans n'importe quel sport et tu performerais, surtout par ton désir de vaincre, ton désir de gagner et de Ouais. performer. Là. Donc, Je pense probablement que ce qui fait que je suis bon dans la plupart des sports, c'est que vraiment, oui, je suis compétitif, mais tu sais, j'ai une tête dure. Je suis bon à figure out quoi faire pour battre les autres. Je suis comme un petit Ouais. peu plus stratégique, mais je pense que je suis un petit peu plus, pas vite, genre à courir nécessairement, mais je suis comme un peu plus vite pour comprendre comment battre les autres, puis je l'utilise à mon avantage, peu importe ce que je fais. Donc, mais Mais tu qu'est-ce qui sais, continue de. Ah, veux-tu y aller, Val? Ou... ben non, ben vas-y. Ben écoute, Mais- moi j'allais dire, dans le fond, c'est que tu veux être le meilleur, évidemment, à chaque année. Tu le dis là, toi-même, là, donc tu utilises beaucoup le côté stratégie et tout ça. Mais là, veux pas, sur le circuit de la Coupe du Monde, tu commences lentement, mais sûrement à être un des vétérans. C'est un grand mot parce que tu es encore très jeune. Mais quand même, est-ce que tu sens que les jeunes en dessous de toi, il y en a qui commencent à pousser puis que ça, tu le sens là que ben là, physiquement, ça a bien été, heureusement, puis on te souhaite aussi encore plusieurs bonnes années sur le circuit, mais c'est comme, est-ce que tu sens qu'il y a des jeunes qui commencent à être une menace pour toi, tu sais, ou sont encore loin derrière ouais. à tes yeux? Ben, mon équipe, premièrement, on a une équipe qui est plus jeune. Je suis le plus vieux, j'ai 28 ans, puis je suis le plus vieux dans l'équipe canadienne. L'équipe, les gars, ils poussent, ils me poussent beaucoup en entraînement et tout. Les résultats, ils s'en viennent pour eux, ne sont pas encore là à 100%, mais ils ont le talent, puis j'ai hâte qu'ils se rendent là, qu'on fasse plus de finales, super finales avec mes coéquipiers. Mais oui, c'est sûr, j'ai hâte d'avoir un Québécois, surtout, comme un peu moi puis Alex Bilodeau, on avait, Ouais. qui va me talonner à tous les courses où ce qu'on va, sans dire se battre, mais qui va être mon principal rivaux, mais en même temps, peut-être co-chambreur ou coéquipier. Mais présentement, oui, il y a beaucoup de gars qui me poussent sur le circuit. C'est un Français, Benjamin Cavet, qui est deuxième au rang mondial. Ikuma Rishima, qui est plus jeune que nous aussi, qui a 22, 23 ans, qui est troisième, quatrième au rang mondial, quand il est honnête, c'est probablement le gars le plus difficile à battre selon moi. Mais ouais, le sport, il progresse. Puis des fois, c'est difficile à voir. Tu vois venir les jeunes, mais c'est vraiment le bout le plus tough dans notre sport, c'est comme de 16 à 18 ans. Est-ce que tu es capable de prendre le step à venir percer en Coupe du Monde? Mhm. C'est ça qui est difficile. Puis, on a un sport jugé, il faut que tu crées un peu ton nom à force de faire des affaires qui sont différentes des autres, puis prendre des risques, puis que ça fonctionne. Mais je sens que le sport au Canada est en santé. Puis moi, j'ai envie de continuer encore quelques années, au moins peut-être jusqu'à 2026 aux Jeux olympiques. Donc, d'ici ce temps-là, je pense qu'il y a des gars qui ont le temps de venir me talonner un peu. Mais justement, tu dis que tu veux continuer encore ta carrière jusqu'en 2026, mais qu'est-ce qui te motive? Parce que, bon, ça fait plusieurs années, je crois que tu es le numéro 1 incontesté, là, que tu gagnes, puis gagnes encore. On en parle souvent dans les médias montréalais ici. On se dit, bon, mais Michael Kingsbury, c'est comme inscrit un peu partout que c'est le GOAT, le greatest of all time qu'on a en boss. Et tout le reste, c'est pas toi qui le dis, c'est moi, fait que c'est correct, là, tu peux rester un mais qu'est-ce qui continue à te motiver de se dire, même encore aussi loin, dans 5 ans, parce que tu vas continuer de gagner des courses encore, gagner des épreuves, euh, ton feu intérieur, là. Ben, probablement, je suis dans un sport qui a comme pas de perfection. C'est comme impossible d'être parfait. Fait que à chaque année, je finis ma saison, puis j'ai l'impression que je peux être encore meilleur. Puis j'ai tout le temps des petits points à travailler que je peux améliorer en vitesse, en saut. Puis je trouve que c'est motivant dans quelque chose dont il y a comme la perfection. Tu peux jamais vraiment aller l'attraper. Tu peux juste pousser le sport à un autre niveau. Puis aussi le feeling de gagner. Il y a beaucoup de monde qui me disent tu dois être rendu, sans dire blasé, mais tu as gagné quoi, Habitué. 65 Coupes du Monde, plusieurs championnats du monde, les Olympiques. Je suis le premier homme à avoir tout gagné dans l'histoire, mais le feeling est tellement spécial de gagner, puis c'est différent à chaque week-end, à chaque endroit que je compétitionne, les stratégies, les manières que je me sens.
C'est toujours différent. Puis pour moi, ça, c'est vraiment une drogue, tu sais, de la préparation avant une course, le stress, la pression que je me mets moi-même, puis que je peux avoir des médias. J'aime ça. Fait que Ça fait j'ai partie pas de toi. besoin Ah oui. nécessairement que personne me motive. Tu sais, ma motivation est déjà forte juste en dedans de moi. Donc, la journée que je vais me lever le matin, puis que je vais être démotivé, puis ça me tente pas, ben là, c'est sûr que ça va sonner des petites clochettes, puis je vais peut-être faire, c'est peut-être le temps d'arrêter, mais j'ai pas ce feeling-là pour l'instant. Mais tu sais, tu disais un petit peu plus tôt que le sport était en santé actuellement. Ben, tu sais, il faut que tu réalises une chose aussi, c'est que si le sport est en santé, probablement que c'était à l'époque des Nicolas Fontaine, des Jean-Luc Brassard qui ont fait connaître ce sport-là, toi-même qui a été inspiré par un Jean-Luc Brassard. Mais si les jeunes aujourd'hui ont envie de faire du ski acrobatique, ben, c'est parce qu'ils regardent un Michael Kingsbury sur un circuit de la Coupe du Monde, sur un championnat du monde, aux Jeux olympiques. Donc, c'est comme une belle roue qui tourne. Ça, c'est le beau côté Ouais. des Jeux olympiques, c'est que ça fait connaître finalement les sports. Et quand les Québécois ou les Canadiens se démarquent, c'est souvent là qu'il y a une vague et que là, ben, évidemment, les programmes sont développés, l'argent est investi. Et ben, c'est en partie grâce à toi. Donc, on te lève tous notre chapeau parce que s'il y a une future génération de Québécois et de Canadiens qui s'en vont en ski acrobatique, c'est probablement parce que tu es leur propre source d'inspiration. Tu le Absolument. réalises peut-être pas, mais Ouais. c'est définitivement ça. Ça a été ça en plongeon, ça a été ça dans plein d'autres Ouais. disciplines. Puis, La donc, roue, elle tourne, puis félicitations. elle va Ouais, continuer à tourner longtemps. Puis, ouais. tu sais, moi, je me sens chanceux grâce à Jean-Luc Brassard, Pierre-Alexandre Rousseau, Alex Mhm, Bilodeau. ouais. Puis là, c'est comme moi, Le le prochain, nouvel ben, homme t'es qui est là. comme le vétéran dans l'équipe. Puis la journée que je vais partir, il va y avoir quelqu'un d'autre. Puis je suis sûr qu'on va en entendre parler parce qu'on a comme cette petite religion-là un peu au Québec. On produit des excellents bons skieurs de boss depuis Jean-Luc Brassard. Puis nos Mhm, programmes sont vraiment solides. Puis c'est grâce à Jean-Luc. Puis toutes nos performances aux Jeux olympiques, on de podium ou qu'il y a des commanditaires qui supportent les équipes du Québec, les équipes régionales, les équipes nationales, qui font en sorte que on a du budget pour développer des athlètes qui vont être des futurs champions, puis qui eux-mêmes vont inspirer la prochaine génération, ouais. probablement. Il va y avoir d'autres athlètes qui, eux, ils vont inspirer probablement mes enfants un jour s'ils veulent faire du Mhm. ski. Donc, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Absolument. Oui, honnêtement, est-ce que toi, tu te vois dans un après-carrière? On te souhaite encore plusieurs bonnes années. On te souhaite les JO 2026. Est-ce que tu te vois toujours travailler dans le monde du ski acrobatique dans un après-carrière ou tu le sais pas encore, tu veux voir? C'est sûr que j'aimerais ça, parce que j'ai l'impression que j'aimerais ça donner un peu de mon savoir aux jeunes, Oui. autant technique, préparation mentale, puis stratégie de Mhm, course. Je pense que ça a tout le temps été un peu ma force. Donc, j'aimerais ça pouvoir entraîner, c'est sûr, des jeunes athlètes. Je le fais déjà. Tu sais, écoute, ça a été cancellé, ça fait 2 ans en ligne à cause du COVID, mais j'ai un camp d'entraînement que je fais pour les jeunes au Mont-Saint-Sauveur. J'ai entraîné beaucoup de jeunes un peu autour du pays, à Whistler. Mais j'aimerais ça entraîner un athlète que tu le prends comme un peu jeune, genre 17 ans, qui arrive en Coupe du Monde, puis tu le montes, tu fais une bonne structure autour de son entraînement, puis tu l'amènes jusqu'aux Jeux olympiques, jusqu'à être Ton potentiellement poulain, champion là. olympique. Ouais, c'est sûr que ça serait comme mon rêve en tant que coach. Il y a une partie de moi qui aimerait ça vraiment faire ça, puis il y a une partie de moi en même temps qui se dit, si je fais ça, c'est comme le même lifestyle de voyager beaucoup, d'être sur des pentes de ski tout le temps, dans beaucoup d'avions, mais tu es juste l'autre bord de la clôture, puis tu coaches, tu filmes. Mhm. C'est vraiment cool, mais en même temps, il y a une partie de moi que... Oups. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, Oui, on je J'ai comme... t'entend t'entends. toujours. On Ok, avait excusez. simplement perdu le visuel. Ouais, ok, excusez. Il y a une partie de moi qui a hâte de vivre une autre chose, de vivre d'autres choses dans ma vie, de ne pas être tout le temps dans les avions, puis d'avoir une famille, puis d'être au Québec, puis de ne pas voyager autant, tu sais. Fait que Mhm. c'est sûr, j'aimerais ça, peut-être trouver de quoi aussi d'autre qui est complètement en dehors du ski, qui va me sortir de ma zone de confort, puis qui va faire en sorte que j'ai autant de fun, puis que je vais développer une nouvelle passion dans peu importe ce que je vais entreprendre. Puis il y a une partie de moi qui veut rester dans le ski. Fait que
On va Ben, voir. ça Peut-être fait que je peux garder un ça- balance avec deux choses. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben écoute, le ski a tellement fait partie de ta vie. Puis comme tu dis, je pense que tu as beaucoup de bagages, tu as beaucoup de choses que tu peux apporter aussi à la prochaine C'est génération. certain. Je pense que naturellement, t'as la fibre, c'est en toi. Je veux dire, ça va de soi. Quand on est passionné par quelque chose, on est toujours capable de bien transmettre notre passion. Donc ça, je pense que ce ne sera pas un problème. Puis je suis convaincue que quand ils vont chercher des analystes de ski acrobatique, ils vont penser à toi. Fait que ça sera le challenge de faire des médias, tu sais, d'être toi, d'aller Ouais. de l'autre côté de la caméra, dans le dos Rendre ça devant la excitant à la caméra. TV. Oui, c'est ça, exact. Certainement, certainement. Ouais, Est-ce que tu as toujours autant, peut-être, moi j'ai une dernière question, mais ouais. j'avais en entrevue il n'y a pas si longtemps que ça, Marie-Michel Gagnon, qui est une skieuse de Super G. Ouais. Et elle avait un petit peu la même discussion que toi, dans laquelle vous passez énormément de temps sur les pentes de ski, sur les montagnes à l'année. Toi, de ton côté, est-ce que tu es capable de trouver encore du plaisir d'aller sur une pente de ski et juste d'avoir du plaisir à être là? Elle me parlait beaucoup du ski touring, du backcountry que la majorité Ouais. des skieurs utilisent juste pour profiter du moment présent. C'est presque une méditation pour eux autres d'être là et de voir un autre côté de la montagne. Est-ce que tu pratiques un peu la même chose? J'ai pas eu la chance vraiment de faire beaucoup de backcountry ou de touring. Malgré que j'aimerais vraiment ça, faire plus de backcountry, c'est sûr que avec mes voyagements et les Coupes du Monde, des fois, tu veux prendre ta journée de congé pour te reposer, pour être en forme pour la fin de semaine d'après, à la place d'aller te brûler en touring. Mais c'est sûr que c'est des choses que j'aimerais plus faire dans mon après-carrière. C'est comme au Québec, je peux pas vraiment faire de backcountry. Mais une chose que j'adore, c'est quand ma saison a fini, faire du ski de printemps au Mont-Saint-Sauveur avec mes amis, aller dans... Je suis plus un gars qui aime ça, moi, aller dans le parc, faire des rails, faire des big airs, surtout, tu sais, comme en switch, puis faire des trucs qui sont un peu plus smooth, puis comme pas avoir Ben, plus smooth, de c'est pression. relatif, là. Ah, c'est ça. Il n'y a Ouais, personne qui est avoir juste surpris ici. Là. un C'est good lui, vibe. toi, c'est smooth, mais c'est sûr que le monde qui regarde, s'ils savent pas que c'est Michael Kingsbury qui est là, il est comme, oh shit, le gars, il est bon. Moi, je te C'est ça, confirme c'est que je te vois dans un parc à côté de moi, je passe tout droit. Là. C'est sûr, on ne se comparera pas. Hein? Ouais, donc c'est les affaires que j'aime. J'adore skier, mais tu sais, dans mes temps libres, je suis plus souvent dans le parc que dans le backcountry. Non, mais ma question, c'était ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir du plaisir, pour aller sur la montagne? Puis tant Ouais. mieux, c'est d'aller jouer dans le parc et non de se badrer à aller monter une montagne à pied, là, ce qui est quand même assez une tâche colossale. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis, il y a des chaises, puis c'est pas pour rien, tu sais. Il n'est pas rendu à ton stade, Greg, parce que Greg C'est bon, c'est a correct. découvert ça cet hiver, là, il est là-dessus. Là. Mais super intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Michael. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. Ben là, on te souhaite du repos, premièrement, là, parce que la saison est terminée. Tu as quand même participé à 4 des 7 Coupes du Monde qui avaient lieu sur le circuit cette année. Ouais. Chapeau, c'est tout en ton honneur. Tu as Ouais, réussi à félicitations. récupérer en 6 semaines au lieu de 8 semaines. Écoute, tu as gagné tout sur ton passage, podium après podium, en double, en simple, au championnat du monde, en Coupe du monde. Donc, félicitations. Honnêtement, tu n'aurais pas Merci. pu avoir une meilleure saison et on t'en souhaite d'autres des comme ça. En fait, on souhaite te parler et avoir autant de bonnes nouvelles et autant de bels aspects à parler. Alors, encore du beau repos pour cet été et un retour en force pour une saison complète l'année prochaine. Évidemment, un autre globe de cristal à ajouter à ta collection. C'est vraiment ce qu'on te souhaite. Puis, merci Et une autre beaucoup médaille d'or d'avoir au jeu. accepté. Oui, c'est vrai, les jeux. Oui, ça s'en vient une autre Ouais. médaille d'or au jeu. Absolument. Oui, plein de Cool, belles hey. choses pour toi. Merci beaucoup Merci d'avoir accepté beaucoup. notre Merci à vous invitation. deux. Salut. Cheers, merci. Merci à tout le monde. Bye bye. Bye.